Aujourd'hui, vidéo très spéciale, on se retrouve pour décortiquer un malware sur Windows totalement indétectable. C'est la vidéo la plus travaillée de ma chaîne YouTube, j'espère qu'elle vous plaira, n'hésitez donc pas à mettre des likes et à vous abonner. Je précise également que je ne serai pas seul. Et oui, en effet, je suis Monologix, et cette vidéo est la partie 2 de l'analyse de ce malware indétectable par les antivirus. Vous pouvez dès à présent retrouver la partie 1 sur ma chaîne Monologix, le lien est dans la description. Je serai en collaboration avec Hafnium pour venir à bout de ce programme malveillant. Mais avant ça, petit résumé de la première vidéo. Dans la précédente vidéo, on avait commencé par une petite démonstration du malware. Ce malware est un keylogger. Cela veut dire qu'il permet de récupérer tout ce qui est frappé par l'utilisateur avec son clavier, et donc tous les logins, tous les mots de passe, etc. etc. Le fonctionnement est assez simple. Dès qu'on le lance, il commence directement à enregistrer les touches frappées par la victime, mais il se copie également dans le dossier c2.winsyst. Et tout ce que la victime tape sera enregistré dans le fichier log.txt de ce même dossier. Il arrive également à avoir la persistance en modifiant une clé de registre. Cela permet de l'implémenter au démarrage. Cela veut dire qu'il pourra se lancer à chaque démarrage. Et petit bonus pour la route, il envoie par mail toutes les touches frappées à chaque démarrage également. Cela permet de consulter les touches tapées par la victime sans forcément avoir accès au PC de cette victime. Après l'avoir testé, on a commencé à le disséquer en regardant son code. On a un peu débroussaillé le terrain et on a localisé le code écrit par le programmeur. Mais on n'a pour l'instant pas analysé. C'est ce qu'on fera juste après. On a également expliqué les bases de l'assembleur qui sont indispensables pour comprendre la suite de la vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, on va faire un récap tout de suite. Pour comprendre la suite de l'analyse de notre malware, il faut avoir en tête les notions principales du reverse engineering, pratique consistant à analyser le fonctionnement d'un objet, et que l'on peut qualifier de cracking dans le cas où l'on souhaite faire sauter une fonction d'un programme. Pour analyser notre programme, on utilise un désassembleur, qui va nous afficher en langage assembleur les instructions dans leur ordre d'exécution chronologique. Il nous est impossible de comprendre le langage machine. L'assembleur est donc une traduction très proche qui nous permet à nous, humains, de le comprendre, même s'il reste très complexe. L'assembleur utilise également des registres, qui sont des petites parties du cerveau de votre ordinateur, son processeur. On peut les représenter comme des variables qui pourront stocker des données que l'on pourra utiliser ensuite dans nos instructions. Voici d'ailleurs un petit récapitulatif des instructions principales en assembleur. Move va copier le contenu du deuxième argument vers le premier, add va ajouter le contenu du deuxième argument vers le premier, sub va soustraire le contenu du deuxième argument vers le premier, inc va ajouter un à un registre, dec va retirer un à un registre, call va appeler une procédure, on peut dire aussi une fonction, une suite d'instructions. Une fonction peut prendre plusieurs paramètres qui vont pouvoir personnaliser son comportement. Par exemple, une fonction qui afficherait quelque chose sur la console, print en Python, prend un paramètre x, la valeur qu'on voudrait afficher. Ret va appeler la dernière instruction d'une procédure, cmp va comparer deux éléments, je, c'est-à-dire jump if equal, permet de faire un saut vers une instruction si la valeur comparée est égale. JNE, c'est-à-dire jump if not equal, permet de faire un saut vers une instruction si la valeur comparée n'est pas égale. Jump fera un saut sans condition, et pour finir, nop est une instruction qui ne fera rien, nada. On l'utilise pour remplacer une instruction qui nous dérange par exemple. A noter également qu'il existe un principe important, celui des piles, qui est une zone de la mémoire dans laquelle on peut stocker temporairement des valeurs pour les utiliser plus tard. On utilise deux instructions pour accéder à cette pile. Push, qui permet d'ajouter le contenu d'un registre au sommet d'une pile, et pop, qui va faire le contraire, qui va désempiler le contenu au-dessus d'une pile pour le placer dans un registre. Autre chose à savoir de très important, avant d'exécuter une fonction, tous les paramètres de la fonction doivent être placés dans la pile d'exécution. Retenez bien ça, car ce sera très utile par la suite. Maintenant que vous avez assimilé les bases de la théorie, passe à la pratique. Pour analyser un programme, il n'est pas nécessaire de comprendre la signification de chaque instruction. C'est tout simplement impossible, cela prendrait beaucoup trop de temps. On va plutôt chercher dans les commentaires le nom de certaines fonctions de langage de programmation classique, comme le C++ par exemple, ou encore faire une recherche par rapport à des mots-clés, même si ce n'est pas possible dans notre cas, vu que notre malware s'exécute de manière invisible. La meilleure solution pour nous ici, c'est de s'intéresser aux instructions call, qui permettent d'appeler des procédures, ou des fonctions si vous préférez, car on sait que l'une d'entre elles contient les instructions principales de notre malware. Bon, maintenant, reprenons notre analyse et perçons le mystère de ce malware indétectable. Pour pouvoir désassembler notre .exe, on utilisera un désassembleur.
qui transformera notre .exe en assembleur, ce qui facilitera l'analyse de notre malware. Dans cette vidéo, on utilisera IDEA qui est disponible dans la description. Si vous voulez vous entraîner avec nous, le lien GitHub du .exe est également disponible. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Dans le dernier épisode, nous avions entamé notre analyse pour finalement découvrir un sous-programme très intéressant. Il contenait plusieurs fonctions qui nous laissent présumer que le code entré par l'utilisateur n'est plus très loin. Pour rappel, le sous-programme en question était le sub 4035A0. Vous pouvez y accéder depuis la fenêtre des fonctions pour gagner du temps. On avait vu notamment QCore Application et d'autres fonctions en C++. Elles ne vont pas nous intéresser ici, mais elles nous mettent sur la piste, on leur doit bien ça. Dans ce sous-programme, nous avons plusieurs calls vers d'autres sous-programmes. Aussi pour info, le sub avant chaque nombre est une abréviation du mot subroutine, en anglais qui signifie sous-programme, c'est-à-dire une suite d'instructions que l'on pourra par exemple appeler comme ici. On avait vu pour analyser notre programme qu'une des solutions était de s'intéresser particulièrement aux instructions call. Et d'ailleurs, si on regarde les premiers calls, rien de vraiment très intéressant. Mais par contre, dans le call du sub 41AA0, c'est bingo! On a trouvé le poteau rose d'une fonction essentielle du programme, celle qui va copier les fichiers. On voit ici les noms des fichiers et on peut vérifier s'ils correspondent à ceux de base de notre malware. Et c'est exactement ça comme on peut le voir. On voit ici plein de fonctions qui vont donc copier un à un les fichiers dans le dossier WinSys, qui sera créé à la racine du disque principal de l'ordinateur avec la fonction mkdir. Concernant le offset AXCopy que l'on voit à plusieurs reprises, on peut le considérer comme une zone dans la mémoire qui va contenir nos chaînes de caractères. Entre chaque instruction mauve, on peut voir aussi des call system. C'est avec cette instruction, entre autres, que nous allons interagir avec le système d'exploitation pour exécuter nos commandes CMD. Les commandes CMD sont dans notre cas les arguments de la fonction système. Quelque chose de très intéressant également, on peut voir deux calls un peu au-dessus. Le premier va exécuter la fonction getConsoleWindow, qui permet de récupérer les propriétés de la fenêtre de la console d'exécution. Puis ensuite, un deuxième call, showWindow, qui lui va définir le statut de notre fenêtre. Cette fonction va utiliser l'argument nCMDShow, et comme on peut le voir dans la documentation de Microsoft, en fonction de la valeur de l'argument, la fenêtre sera affichée différemment. Si nCMDShow a pour valeur 5 par exemple, cela donnera swshow, qui affichera la fenêtre normalement. S'il a pour valeur 0, cela donnera cette fois-ci swhide, qui rendra la fenêtre invisible, etc., etc. En revenant sur IDEA, on voit que notre argument nCMDShow a pour valeur 0. Cela donne donc swhide et la console sera invisible lors de l'exécution des commandes. Si on résume donc, dès que res.exe sera exécuté, ce sous-programme le sera également et les fichiers seront directement copiés dans WinSys. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin pour découvrir une autre information cruciale. Juste en dessous des fonctions de copie, on peut lire une instruction qui contient hashkey current user, software, Microsoft, Windows, current version, run. Si vous êtes un petit malin, vous savez déjà qu'on parle ici de registre, et pas n'importe lequel. Dans cette partie précise du registre, donc hashkey current user, software, Microsoft, Windows, current version, run, sont stockées les clés qui vont demander à chaque démarrage de Windows de lancer un programme. Le sous-programme de notre malware va donc, en plus de copier les fichiers, ajouter une petite clé de registre toute sympathique qui va demander à Windows d'exécuter res.exe à chaque démarrage. Et même si on s'amuse à supprimer la clé de registre à chaque fois, le simple fait de relancer res.exe va en créer une nouvelle. Maintenant que nous avons découvert comment notre malware effectue la copie des fichiers et crée une clé de registre pour être exécutée à chaque démarrage, nous pouvons retourner en arrière pour analyser sa fonction principale, le keylogger. On avait vu comment le malware fait-il pour se répliquer et pour acquérir la persistance. Maintenant, on va voir comment le malware il fonctionne exactement. Donc pour se répliquer et pour acquérir la persistance, tout cela est contenu dans la fonction sub41A0 qu'on avait vu juste avant. Mais on avait sauté la fonction sub403480. Et ce que je vous propose ici, c'est d'analyser cette fonction. Donc déjà, la première chose qu'on voit, c'est que cette fonction, elle prend un paramètre. Le paramètre est situé juste en dessous, c'est l'adresse d'une autre fonction, sub401640. Donc ici, on a une fonction un peu spéciale qui prend en paramètre une autre fonction. Pourquoi spécial? Parce qu'en général, une fonction, ça prend une valeur en paramètre, comme par exemple 2, 15 ou une chaîne de caractères, comme par exemple test ou autre chose. Donc si on regarde ce qu'il y a dans cette fonction,
on voit qu'il y a plusieurs choses intéressantes, on a plein d'autres fonctions, mais surtout ce qui m'intrigue ici, c'est que la fonction elle boucle. C'est-à-dire que ça fait une boucle infinie, il n'y a pas vraiment de fin de la fonction. Donc je propose d'analyser ça juste après. Mais d'abord, on va quand même voir ce qu'il y a dans cette fonction 40, 34, 80, si on clique dessus, on voit qu'il y a pas mal de code. Mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est le troisième call ici. Cette fonction nous informe que ça va lancer un thread. Vu le nom de la fonction, on peut facilement le deviner. Un thread, en fait, c'est un deuxième processus qui va se lancer en parallèle du premier. Et du coup, le programme, il va entre guillemets être scindé en deux. Il va continuer à faire les instructions ici et passer à la prochaine fonction qu'on avait vu qui copiait les fichiers. Mais surtout, il va exécuter une deuxième tâche en parallèle de ce qu'on avait vu juste avant. Et cette deuxième tâche, elle est indiquée par une fonction. Et cette fonction, je pense que vous l'avez deviné, c'est celle qu'on avait fournie en paramètres. C'est sub 40 16 40. Pour résumer ici, la fonction sub 40 34 80, elle sert à lancer une deuxième tâche en parallèle du premier. Elle va donc exécuter cette fonction-là, mais en parallèle, elle va exécuter également celle-là. Pendant que la copie des fichiers, elle se fait, il va pouvoir exécuter la fonction 40 16 40. Donc je vous propose de voir concrètement ce qu'il y a dedans. Donc si on défile un peu le programme, on avait vu que cette fonction en fait c'est une boucle infinie. À la fin, elle boucle toujours vers elle-même. Et donc en théorie, elle n'est censée jamais s'arrêter. Donc si on regarde le début du code de la boucle, ça va pas trop nous intéresser. C'est plutôt cette partie-là qui est vraiment très intéressante et primordiale. Donc déjà ici, on a un call vers la fonction sleep. Donc la fonction sleep, pour ceux qui ne savent pas, c'est une fonction qui permet de faire une pause sur le programme. Cette fonction sleep, elle prend un paramètre. Et ce paramètre, il indique pendant combien de temps prendre la pause. Donc je précise que le paramètre, il est en millisecondes. Donc ici, on serait tenté de dire 8, qui est paramètre de sleep, car c'est juste avant. Le problème, c'est que dans la librairie de Windows, les paramètres, ils sont passés dans la pile d'exécution. Et c'est 0AH qui va dans la pile d'exécution. Le 8, il va juste dans le registre EBX. Donc en gros, le sleep, il va s'exécuter avec le paramètre 10 millisecondes. Et donc, il va faire une pause de 10 millisecondes sur le programme. Mais ne vous inquiétez pas, le mov EBX8, il va être très utile par la suite. Donc si on continue à descendre, on a également une deuxième fonction, c'est la fonction getAsync keyState. Qu'est-ce que c'est que cette fonction ? Donc déjà ici on a keyState, c'est état de la touche, ça c'est très intéressant en anglais. Ça nous ferait peut-être penser que cette touche elle a quelque chose à voir avec le malware. Donc si on regarde dans la documentation, on voit que la fonction getAsync keyState permet de voir si une touche est pressée ou pas pendant que la fonction est appelée. Et comme paramètre, elle prend la touche à vérifier. Ici, le paramètre, il est dans EBX, car après on le met dans la pile d'exécution, donc dans ESP avec crochet, et on sait que EBX, il contient 8. Du coup, il vérifie si la touche numéro 8 a été pressée ou pas à ce moment-là. Alors attention, ce n'est pas la touche numéro 8, donc le 8, le caractère 8, mais plutôt la touche numéro 8 selon la table ASCII. Je rappelle que la table ASCII, c'est une table qui associe chaque nombre entre 1 et 256 à un caractère. Le 8 s'équivaut plutôt au backspace. En vrai, le caractère 8, c'est plutôt le nombre 56. Mais ne vous inquiétez pas, on va y revenir juste après. Donc ici, au début, ça vérifie si le backspace a été pressé. Si oui, on exécute ce qu'il y a dans ce truc-là. Sinon, on suit la flèche et on descend tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas, ici. Et là, on voit qu'il y a trois instructions qui sont très intéressantes. Add EBX1. Donc EBX, on a vu que ça valait 8. Maintenant, ça vaut 9 parce que add, ça veut dire ajouter. Et on compare EBX avec 0BFH. Ici, CMP, ça veut dire comparer. Donc 0BFH, c'est également de l'hexadécimal, ça veut dire BF. Et j'ai déjà fait la comparaison, ça vaut 191 en décimale. Donc ici, si le registre EBX est égal à 191, on suit la flèche ici et on revient ici. C'est-à-dire qu'on refait un sleep et on remet EBX à 8. Si EBX n'est pas égal à 191, on suit plutôt cette flèche-là et on refait le test avec getAsync keyState. Sauf qu'ici, EBX, ça vaut pas 8, ça vaut 9. Donc on vérifie si le caractère 9 ici, il a été pressé. Le caractère 9, c'est tab, comme on le voit ici. Et on vérifie tout de suite si la touche tab a été pressée. Si oui, alors on exécute ce qu'il y a ici. Sinon, on revient ici, en suivant la flèche, et on ajoute 1 à EBX, comme ce qu'on avait fait avant, et on refait la comparaison avec 191. Donc ici, EBX, ça vaut 10, 10 n'est pas égal à 191, donc on revient au début, et ainsi de suite, on teste si la touche numéro 10
a été pressée. Et comme d'habitude, si elle n'a pas été pressée, on fait ça avec la touche 11, la touche 12, la touche 13, etc. etc. On voit qu'il y a beaucoup d'entrées dans la table ASCII, donc beaucoup de touches possibles. On a les nombres, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. C'est les touches 48, 49, 50, etc. On a les lettres A, B, C, D, E, F qui équivaut à 97, 98, 99. Et ce que Keylogger va faire, il va vérifier une par une toutes ces touches-là, jusqu'à 191. Et dès que c'est à 191, ça va remettre EBX à 8. Donc on va réinitialiser le compteur ici à 8. Et du coup, c'est exactement ce que fait le Keylogger en fait. Il vérifie si chaque touche a été pressée. Ok, c'est très bien. Qu'est-ce qui se passe si la touche a été pressée? Donc comme je vous l'ai dit, on exécute ce qu'il y a ici. Donc là maintenant, c'est plus très difficile. On a quelques fonctions pour ouvrir et lire le fichier, notamment celle-là qui ouvre le fichier passé en paramètres, qui est égal à c2.winsys log.txt. C'est le fichier qui stocke tout simplement toutes les touches qui ont été tapées. Si on défile un petit peu, on a encore une autre condition. Ici, c'est un tout petit peu plus complexe. Grosso modo, la condition il permet de voir si la touche Shift ou la touche Caps Lock a été pressée ou pas. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que quand on presse Shift ou Caps Lock, la touche elle change. Elle peut passer du minuscule au majuscule ou d'un chiffre à un caractère spécial. Donc ça c'est très très important. Si la touche Shift ou Caps Lock n'a pas été pressée, ou encore Alt-GR, l'une de ces trois touches, eh bien on inscrit le caractère normalement. Alors ici juste avant j'ai fait un stdc out pour afficher le caractère dans la console pour voir si c'est bien affiché ou pas. Ça sert notamment à voir si le keylogger il fonctionne bien. Donc là bien sûr pendant la période de test j'ai activé l'affichage de la console pour voir si tout se passait bien. Juste après ici on insère le caractère dans un fichier et on revient ici. En revanche si la touche Caps Lock, Alt-GR ou Shift a été pressée, on fait grosso modo la même chose. Sauf que là, j'ai codé une fonction ici qui sert à convertir les touches pressées en caractères, selon si une touche spéciale a été pressée. Petit exemple, si je presse une lettre minuscule comme A et la touche Shift en même temps, alors je convertis le A en grand A en enlevant 32, car 95 moins 63 est égal à 32. Et comme toutes les lettres se suivent, je peux faire moins 32 pour chaque lettre de A à Z, si je presse Shift. Mais c'est aussi valable pour le Caps Lock. Pour les caractères spéciaux, c'est un peu plus compliqué. J'ai juste indiqué plein de conditions. Par exemple, si j'ai appuyé sur 6 et sur Shift en même temps, ça donne le tiret. Donc ça, c'est un petit exemple. Je ne vais pas vous détailler tout ça, mais je pense que vous avez compris le principe. Et ici, je descends, ça fait exactement la même chose. On affiche ça avec un cout et on insère ça dans le fichier. Et ce que je fais juste après, c'est que je ferme le fichier grâce aux fonctions suivantes. Donc là, il n'y a plus grand chose à voir. Et on reboucle sur la boucle, c'est-à-dire qu'on ajoute 1 à EBX et on teste notre prochain caractère. Et on boucle jusqu'à l'infini, jusqu'à ce que l'ordinateur s'éteint. Et c'est comme ça qu'on enregistre les touches qui ont été frappées sur notre ordinateur. Maintenant que nous avons compris le fonctionnement global de notre keylogger, il est temps d'aborder une dernière fonction bonus de celui-ci, l'envoi de mail. Et oui, vous l'aviez peut-être déjà oublié, mais il y a un autre fichier fourni à part res.exe, c'est env.exe. Ce que je vous propose maintenant, c'est de l'analyser rapidement pour découvrir comment fonctionne l'envoi par mail de toutes les données récupérées. Ouvrez IDA et cette fois-ci, intéressons-nous à env.exe. On a donc notre start pour commencer, et si on regarde notre premier call, rien de bien intéressant. On peut deviner à l'œil nu en regardant le nom des fonctions, notamment systemTime as fileTime, qu'on récupère ici la date et l'heure du système. On peut supposer que c'est pour envoyer le mail tous les X temps. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Si on regarde le début du reverse de ce fichier env.exe, qui d'ailleurs pour ceux qui se demandent, env ça veut dire envoyer, on voit qu'il est similaire au fichier res.exe. En fait, je pense que le code présent ici a été généré par le compilateur qui transforme le code C++ en assembleur, et que c'est le cas pour tous les programmes qui utilisent le framework Qt. Pour ceux qui ne savent pas, un framework, c'est juste une énorme boîte à outils qui permet de simplifier la création et le développement du code. Ici, Qt permet de simplifier la création de fenêtres, mais aussi la gestion du réseau ou des fichiers. Plus précisément, je pense que le programme a été compilé en mode debug. Petite parenthèse, il y a deux modes de compilation possibles. Il y a le mode release qui permet de distribuer l'exécutable sans toutes les fonctions qui permettent de le débugger s'il y a un problème. L'intérêt ici, c'est que la taille du programme est plus faible.
Et il y a le mode debug, qui permet d'avoir plus d'informations sur l'exécution du programme, pour pouvoir par exemple mieux l'inspecter s'il y a un problème dedans pendant le développement par exemple. Du coup, ce genre de fonction getSystemTime as FileTime permet de contribuer au calcul du temps d'exécution du programme, et de l'afficher à la fin quand on a fini de l'exécuter. Rien d'autre de bien intéressant à part ça, retournons en arrière. Mis à part notre call, il ne nous reste plus qu'un jump d'intéressant. Allons y faire un tour. Et là, ça va être le moment de se retrousser les manches et de fouiller un peu les calls pour voir si on trouve des instructions intéressantes. Je vous épargne le temps de recherche et on se retrouve juste après. Et voilà, après quelques recherches, j'ai pu trouver quelque chose d'intéressant. Tout d'abord, rendez-vous un peu plus bas dans le call du sub 4077A0. Ici, nous avons deux calls. J'ai déjà regardé le premier, rien de bien intéressant. Allons jeter un coup d'œil au second, sub 405B90. J'ai pu checker également tous les calls présents ici, rien d'extrêmement intéressant. Prenons le chemin du sub 401-360. Ici, toujours rien d'intéressant, mais jouant encore un peu à l'archéologue, quelque chose me dit qu'on arrive bientôt à destination. Vous pouvez me remercier, j'ai fait le boulot pour vous. Rendez-vous en sub 401E30. À présent, je vous propose de regarder un à un les calls que nous avons devant nous. Si on regarde dans le premier sub, le 406OD0, on peut voir que nous avons plein de fonctions dans tous les sens. Et on peut voir plusieurs mots-clés intéressants, comme SMTP Server, qui fait sûrement référence à la connexion au serveur pour l'envoi du mail, ou encore username et password, qui vont permettre de s'y connecter. Si on retourne en arrière et que l'on regarde le second call vers sub 401.6b0, on trouve déjà quelque chose de très intéressant. La trace du fichier qui sera envoyé par mail, log.txt. Juste après, on a un vrai labyrinthe de fonctions. C'est à peine compréhensible. Oui, effectivement, c'est très difficile à analyser et il y a plusieurs raisons à cela. Cela peut être du code très complexe, avec plein de boucles de conditions et de branchements. Ça peut aussi être du code mal structuré, ou tout simplement un script que j'ai pris d'internet. En fait, la bonne réponse, c'est que c'est un mélange un peu dégueulasse des trois. Mais bon, passons, de toute façon, il n'y a pas grand chose à voir dans ce petit bout de code. Maintenant, si on descend un peu après tout ce charabia, on découvre d'autres données très intéressantes. On peut voir ici le mail qui va envoyer le fichier, le mot de passe pour se connecter au serveur, et bien sûr l'adresse du serveur, ici smtp.laposte.net. Si on descend un peu plus bas, on peut même voir deux mails différents, dont le premier que nous avions déjà vu. Notre premier servira à envoyer le mail. Alors bien essayé, mais ce n'est pas le cas. Cela va peut-être vous étonner, mais l'adresse email Gmail ici ne sert absolument à rien. À l'époque, quand j'avais fait ce malware en C++, je cherchais une méthode sur internet pour envoyer des emails depuis le programme. Et malheureusement, j'en ai testé plein et ça marchait pas. Ici, j'avais recopié un script qui permettait de se connecter sur mon compte Gmail et de pouvoir envoyer des mails à partir de ce compte. Mais après l'exécution du programme, aucun mail n'était envoyé. Le script ne fonctionnait pas. J'avais donc décidé de laisser ce script au cas où pour voir ce qui cloche dedans, mais juste après ça, j'ai trouvé un script qui lui pour le coup marchait à la perfection. Du coup à la fin, j'ai décidé de garder les deux scripts, mais sans vraiment utiliser le premier. Alors oui, je sais, c'est un peu bête, mais il faut savoir que les développeurs, ce sont des humains, et que les humains, ça fait des erreurs. Ici en particulier, le code a été très mal optimisé, mais l'important c'est qu'il est fonctionnel. Une autre possibilité était tout simplement que ce code-là était inutile pour brouiller les pistes de l'antivirus, ou des personnes qui analysent le malware. Donc il faut toujours faire attention à ce que l'on trouve, un peu comme dans une chasse au trésor. On voit aussi qu'en dessous de nos mails, nous avons un autre call de sub 402.070. Et si on se rend dessus, on peut trouver des informations intéressantes, comme par exemple to, from ou subject, qui représentent la structure d'un mail, c'est-à-dire avec l'objet, l'envoi, le destinataire, etc. Voilà, on a pu faire le tour des fonctions de notre malware. L'analyse de ce keylogger est terminée. On a réussi à percer tout son fonctionnement et tous ses mystères. Pour finir, si vous voulez en savoir plus sur ce keylogger et sur l'assembleur en général, vous pouvez checker l'épisode 1 sur la chaîne de Monologics, où on a parlé de toutes les bases. D'ailleurs, ça tombe bien, il fait également du contenu sur la cybersécurité et plus précisément du reverse engineering.
mais pas que. Il a d'ailleurs fait une série entière sur le fonctionnement de Cheat Engine, un programme qui permet de craquer des jeux en modifiant les valeurs dans la mémoire de ces derniers pendant leur exécution. Donc si vous aimez ma chaîne, eh bien sa chaîne vous intéressera tout autant. Bref, merci pour cette superbe collaboration monologique. Merci à toi aussi. Parfait. Si vous êtes intéressé par la cybersécurité, vous pouvez vous abonner à la lettre du hacker où je vous envoie par mail 1 à 3 fois par semaine des conseils pour apprendre la sécurité informatique, ainsi que du contenu confidentiel sur la cybersécurité que je ne poste pas sur YouTube pour des raisons évidentes. Le lien est dans la description, ne vous inquiétez pas, c'est gratuit et vous pouvez vous désinscrire en un seul clic. Pour plus de vidéos, n'oubliez pas de liker, de commenter et d'appuyer sur la cloche pour être sûr de ne rien rater. Ça ne vous coûte rien et c'est vraiment le meilleur moyen d'aider la chaîne pour me pousser à faire plus de contenu. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la cybersécurité.